Je vous laisse imaginer la scène. Vous êtes assis sur un banc de la place Rouge à Moscou en 1945. Vous feuilletez votre hebdomadaire préféré et vous tombez sur une série de 36 photos de propagande. Parmi elles, une attire particulièrement votre attention. Elle représente des soldats soviétiques qui hissent le drapeau rouge sur le toit du Reichstag à Berlin. C'est un symbole fort de la victoire face à l'Allemagne. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que cette photo a été modifiée pour correspondre à la réalité que le régime voulait nous montrer. Bien des années plus tard, après la chute de l'URSS, l'auteur de la photo, le photographe Yevgeny Kaldey, a dit en interview « C'est une photo historique importante, mais c'est aussi de l'art. J'ai arrangé la réalité pour qu'elle corresponde à l'importance de l'événement. » Comment il a fait ça? Simplement en retirant une montre du poignet droit d'un des soldats. Sur le négatif original, il est clairement visible que le soldat portait une montre à chaque poignet. Ça, c'est une preuve flagrante de pillage. C'est vraiment pas bon pour l'image. Elle a donc été effacée pour ne pas écorner l'image du régime soviétique. Pendant bien longtemps, modifier des photos pour réécrire l'histoire, ça a été une affaire d'État. Il fallait des spécialistes minutieux de la retouche photo pour effacer et corriger manuellement les photographies. Ça prenait beaucoup de temps et c'était clairement pas à la portée du premier venu. Aujourd'hui, il suffit de quelques clics et d'un prompt efficace pour qu'une IA modifie n'importe quel média. La photo bien sûr, mais aussi une vidéo ou un fichier audio. C'est à la portée de tout le monde pour un coût relativement dérisoire et un résultat hyper bluffant. Regardez, je me suis amusé à modifier une photo de mai 68. Voilà l'original. Maintenant, voilà la photo modifiée. Les plus observateurs d'entre vous noteront le message subliminal subtilement dissimulé sur la bannière. Eh ouais. Le problème, c'est pas de savoir qu'une image est fausse, mais de savoir s'il sera encore possible dans un avenir proche, avec l'évolution ultra rapide de l'IA, de prouver que quelque chose est vrai. En fait, on fait de plus en plus facilement des deepfakes historiques. On entre dans un monde où l'intelligence artificielle va plus se contenter d'inventer le futur, mais où elle est capable de s'attaquer de manière chirurgicale à notre mémoire collective. On peut légitimement se demander si on risque pas d'aller vers un effacement massif de cette mémoire. Nos archives, c'est les fondations de notre mémoire. Mais est-ce qu'elles ne deviennent pas, elles aussi, une espèce en voie de disparition? Quand on cherche une archive, on se rend plus dans une bibliothèque, on parcourt les fichiers numérisés. Alors bien entendu, la numérisation, ça signifie pas forcément la destruction de l'original et heureusement. Mais dans un monde où de plus en plus d'originaux sont eux-mêmes numériques, le risque de voir disparaître l'archive physique est réel. Si la plupart des archives consultées sont numériques, les trafiquer devient beaucoup plus simple. On va vers un effet Mandela massif. Il intervient quand un grand groupe de personnes partagent un faux souvenir collectif. Ce qui peut facilement être amplifié en modifiant les preuves visuelles et auditives historiques, encore plus marquantes que le texte. Alors aujourd'hui, c'est dans les coulisses de cette réécriture technologique qu'on va plonger ensemble. On va voir comment l'intelligence artificielle démocratise le mensonge et la manipulation, pourquoi le concept de preuve est en train de disparaître, mais aussi comment elle peut nous permettre de protéger notre histoire. Salut, c'est Peanut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne. Ça me touche énormément. C'est grâce à vous si la chaîne évolue. Et vos retours, que vous soyez de mon avis ou non, sont hyper importants parce que c'est grâce à ça que je peux essayer de m'améliorer de vidéo en vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous plaira. Vous me le direz en commentaire à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, l'histoire et les évolutions technologiques se rejoignent pour le meilleur comme pour le pire. Alors c'est parti! Pour être sûr de bien comprendre les risques actuels, il faut absolument comprendre que de tout temps, l'histoire a été modifiée, dirigée au gré des besoins des uns et des autres. Déjà à l'époque de la Rome antique, le Sénat romain avait le pouvoir de voter la damnatio memoriae, littéralement la condamnation de la mémoire. Une pratique qui consistait à effacer toute trace de la personne condamnée. Nom, image, statut, monnaie à leur effigie, tout, absolument tout, devait disparaître. Alors bien entendu, on a des traces de beaucoup de cas. Un des plus connus est ensuite Geta. Alors, l'empereur romain, pas le David qu'on connaît.
Celui dont on parle, il a été assassiné sur ordre de son frère, Caracalla, en 211. Il a ensuite fait imposer sa damnatio memoriae et est allé jusqu'à interdire de prononcer le nom de Geta sous peine de mort. Il a fait réécrire l'histoire pour le faire disparaître. Alors bien sûr, si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'on en a des traces. Mais il faut imaginer que certaines condamnations ont laissé aucune trace. Ils nous ont laissé une image biaisée d'une réalité qu'on ne connaîtra jamais. Le véritable bond technologique, lui, il a eu lieu au 19e siècle avec l'arrivée de la photographie. Quoi de mieux pour graver un événement dans l'histoire qu'une preuve en image? Joseph Staline avait très bien compris le concept et il est rapidement devenu un expert dans le domaine de la retouche photo. Son service de censure passait beaucoup de son temps à retoucher les clichés officiels pour qu'ils correspondent au mieux aux objectifs de propagande du régime, comme on a pu le voir tout à l'heure avec les soldats. Mais ça se limitait clairement pas à ce genre de modification. Quand un proche du pouvoir tombait en disgrâce ou était exécuté par le régime, on le faisait physiquement disparaître des photos. C'est d'ailleurs une pratique qui reste courante dans les régimes totalitaires actuels, comme en Corée du Nord par exemple. En URSS, l'un des exemples les plus frappants et les plus connus, c'est celui de Nikolai Yedjov, le chef du NKVD, l'équivalent de l'actuel ministère de l'Intérieur. Sur cette photo de lui aux côtés de Staline, il a purement et simplement été effacé. Pour obtenir ce résultat, il fallait gratter le négatif, repeindre à la main les décors et refaire le tirage. C'était clairement pas à la portée de tout le monde. C'était long, ça laissait des traces. L'illusion fonctionnait sur un tirage de l'époque, mais nettement moins bien avec un tirage en HD. Avec le temps, les historiens ont pu mettre la main sur les tirages originaux et sur les négatifs pour prouver relativement facilement la manipulation historique. Mais avec les avancées technologiques, il est même de plus en plus difficile d'avoir une certitude que ces originaux eux-mêmes ne sont pas des fakes. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on ne va pas simplement retoucher une image, gratter et repeindre. On va l'effacer pour générer une image parfaite. L'IA comprend les subtilités de la luminosité, le grain de la peau, les effets de la pellicule. Retoucher une image ne nécessite pas de talent artistique particulier. Si je viens demander à une IA de recréer une scène de la Révolution française dans le style d'une peinture d'époque, elle ne va pas se contenter de recopier ce qui existe. Elle va inventer une scène cohérente avec la réalité historique. Si je veux un tableau montrant Louis XVI fuyant Paris à dos de licorne, je peux l'obtenir aisément. Voyez par vous-même, la peinture est même exposée dans un musée. Comment ne pas me croire? Alors on l'a vu, créer un deepfake est à la portée tout à chacun. Que ce soit pour manipuler un audio, une vidéo ou encore plus simplement une image. C'est cette accessibilité qui change tout. Alors que Staline avait besoin de tout un service pour gérer la manipulation, aujourd'hui un ado seul dans sa chambre peut créer un deepfake avec un réalisme qui ferait douter les experts. Et on n'est qu'en 2026, alors ça peut faire peur pour l'avenir. Pour illustrer cette fragilité, je me permets de paraphraser le directeur de l'organisation Witness et expert mondial de l'intégrité de l'image, Sam Gregory. Nous ne sommes pas seulement préoccupés par le fait que les gens croient à des mensonges, nous sommes par le fait que les gens ne croient plus à la vérité. Dans ses conférences, il souligne clairement le cœur du problème. C'est pas seulement le faux qui devient de plus en plus parfait, c'est le vrai qui devient de plus en plus contestable. Si je peux créer une fausse image de vous faisant n'importe quoi, alors vous pouvez tout à fait prétendre qu'une vraie photo qui vous montre en mauvaise posture est fausse. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est ce que les chercheurs de l'université d'Yale dans le Connecticut ont appelé le dividende du menteur. En appliquant ça à l'échelle de l'histoire, les conséquences peuvent être vertigineuses. C'est plus juste des avis divergents, c'est une manipulation hyper efficace de la réalité. Chez les dissidents russes dans les années 60-80, on disait « le futur est certain, c'est le passé qui est imprévisible ». Parce que le parti annonçait toujours un avenir radieux, mais n'hésitait jamais à modifier le passé. Une phrase cyniquement très actuelle en 2026, et pas qu'en Russie. Entre fake news et manipulation historique, il est de plus en plus facile de s'y perdre. Mais ce qu'on veut voir, c'est pourquoi on en est arrivé là, et comment l'imaginaire collectif réagit face à ces pseudo-preuves historiques. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Un des concepts les plus dangereux de cette révolution numérique, c'est ce que les chercheurs Bobby Chesney et Daniel Citron ont théorisé sous le nom de Liar's Dividend, le dividende du menteur.
Dans un article publié en 2018, il disait « Plus on sensibilise le public au danger des deepfakes, ces vidéos truquées ultra réalistes grâce à l'IA, plus il devient crédible pour un menteur de dire « c'est un deepfake » quand une preuve réelle le met en difficulté. Quand on met un politicien, une célébrité ou une entreprise face à des accusations accablantes, il lui suffit de crier à la fake news, de dire que c'est généré par IA et de prétendre à la désinformation. On connaît tous un canard qui adore abuser du concept. Quand tout peut être faux, on finit par douter de tout, vrai ou non. Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, vous avez sans doute déjà vu ces personnes qui cherchent même plus à faire des phrases, mais qui se contentent de commenter IA à tout va, quel que soit le sujet. Ils sont juste devenus insupportables. C'est une arme terriblement efficace contre l'intégrité de l'histoire. Jusqu'à présent, une archive, qu'elle soit visuelle ou sonore, était une preuve quasi irréfutable. Mais aujourd'hui, le doute généralisé profite à ceux qui ont un intérêt à ce qu'elle disparaisse. On va prendre un exemple concret et surtout récent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un important conflit armé a débuté en 2003, le conflit israélo-palestinien. À ce moment-là, des vidéos montrant des exactions ont été publiées en masse sur les réseaux sociaux. On a presque instantanément vu pulluler des vagues de comptes criant au deepfake, autant dans un camp que dans l'autre. Et malgré toutes les preuves d'authenticité qui ont été apportées par les journalistes d'investigation, le mal était fait. Le doute s'est ancré dans l'esprit d'une partie du public. Paradoxalement, plus la technologie permettant de créer le faux progresse, et plus la valeur donnée à la vérité diminue. J'aime décortiquer les faits, comprendre les choses et essayer de différencier le mensonge de la vérité. Mais comment c'est possible quand les outils qui permettent de prouver la véracité de quelque chose sont sabotés? Dans ses publications et ses conférences, l'historien israélien Yuval Noah Harari explique que si on ne peut pas se mettre d'accord sur les faits, on ne peut pas avoir un débat démocratique. L'IA menace de détruire le tissu même de la réalité sociale et donc la démocratie en elle-même. Il est selon lui urgent d'investir massivement dans l'éducation à la pensée critique et dans la compétence de vérifier les informations. Et honnêtement, on ne peut clairement pas lui donner tort. Parce que ce dividende du menteur, c'est pas juste théorique, il s'applique aujourd'hui à l'histoire récente. Je vous ai parlé de Kim Jong-un tout à l'heure, qui fait physiquement disparaître des personnages importants des photos officielles, que ce soit des généraux ou des conseillers tombés en disgrâce, qui sont effacés des archives comme s'ils n'avaient jamais existé. On voit le même schéma que sous Staline, mais en version digitale. Alors, imaginez maintenant que dans l'avenir, on découvre des images d'archives ou des films compromettants mettant à mal la propagande d'État en montrant des images de ses prédécesseurs en train de commettre des crimes contre leur peuple. Diffuser ça au sein même du pays, ça pourrait être catastrophique. Mais il est facile pour le régime de diffuser un message déclarant que ces prétendues preuves ont été générées par IA par un pays ennemi dans le seul but de nous déstabiliser. L'IA est capable de miracles quand il s'agit de maintenir le peuple sous l'emprise du parti. Mais alors, la notion même de document original, est-ce qu'elle a encore un sens dans un monde totalement numérisé? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant en voyant comment la technologie peut être utilisée pour créer une forme de négationnisme 2.0. Si sans le vouloir, en essayant d'améliorer les archives, l'IA peut falsifier le passé accidentellement. Elle peut bien évidemment être utilisée dans le but de nuire délibérément. Le négationnisme traditionnel, si on peut dire, c'est celui qui consiste à nier l'existence d'un fait prouvé en ignorant les preuves. Le négationnisme 2.0, il consiste à fabriquer des fausses preuves ultra réalistes pour venir étouffer la vérité, pour la noyer dans un océan numérique. Si un groupe extrémiste veut prouver qu'un massacre historique n'a jamais eu lieu, il peut générer des milliers de fausses archives pour prouver cette réalité alternative. L'objectif, c'est pas de convaincre tout le monde, ça sert à rien. Mais si pour chaque vrai document, on en a 10 faux, qui racontent le contraire, c'est suffisant pour qu'une majorité des personnes n'arrivent plus à se faire une opinion objective. L'histoire, c'est pas juste des faits, c'est pas juste une suite de dates, c'est une capacité de souvenir collectif, un consensus social. En 2015 déjà, dans une interview à la BBC, Vinton Cerf, considéré comme un des pères fondateurs d'Internet, craignait que les générations futures n'aient peu ou pas de traces du XXIe siècle, alors que nous entrons dans ce qu'il écrivait comme étant
l'âge sombre numérique. On pourrait imaginer le développement d'IA de propagande qui serait capable de générer des passés alternatifs par nation, par communauté, sans fait historique universel. Mais alors, un monde où on ne peut plus croire à rien, pas par conviction personnelle, mais parce que ce doute permanent nous épuise, ça nous pousse parfois à ne plus avoir confiance en la vérité. Alors attention, c'est pas une dystopie totale. L'IA sert pas qu'à détruire ou à falsifier. Elle est aussi utilisée par des centres d'archives et des musées pour sauvegarder et rendre accessible notre passé. Même si, comme on va le voir, c'est pas toujours aussi innocent que ça en a l'air. Mais avant de parler des vraies protections techniques, je veux juste encore traiter un sujet qui au premier abord semble super, mais qu'il faut aborder avec les réserves nécessaires. Faut pas oublier que tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir, il faut savoir nuancer. Si vous êtes un habitué de YouTube, vous ne pouvez pas jamais avoir entendu parler de ces applis de généalogie qui vous permettent de retrouver votre ancêtre chasseur de dinosaures. Une des technologies IA qu'elle propose, c'est la possibilité de donner vie et de coloriser une ancienne photo. Vous avez même peut-être déjà utilisé cette option pour redonner vie aux souvenirs que vous avez de vos grands-parents ou imaginer encore plus facilement à quoi ressembleraient vos ancêtres. C'est une technologie qui est aussi utilisée pour rendre plus actuels des vieux films. On les colorise, on stabilise l'image, on améliore la résolution et on passe en 60 fps. En toute franchise, c'est bluffant. On a presque l'impression que le film est récent. Coloriser des films du Paris de la fin du 19e siècle ou du New York des années 20 permet clairement de mieux s'y projeter. Même si les films noir et blanc sont magnifiques, ils restent plus abstraits quand on est habitué au 4K et aux couleurs ultra réalistes. On appelle ça la restauration par IA. Elle analyse les motifs, les textures et reconstruit selon les données contenues dans une base de données. C'est comme ça qu'on passe de vieux films en films 4K en ajoutant des pixels au lieu de simplement les étirer. Pour coloriser, on prédit les couleurs le plus logiquement en s'appuyant sur des patterns statistiques pour maintenir la meilleure cohérence. Maintenant qu'on a parlé du fonctionnement factuel de ces IA, ça amène selon moi à une question importante. Où s'arrête la restauration et où commence l'invention? Je l'ai dit, on ajoute des pixels en se basant sur les probabilités et on prédit les couleurs. L'IA connaît pas mieux que vous ce qui était réellement le modèle d'origine. Donc, c'est pas vraiment une reproduction fidèle qui nous est proposée, c'est une probabilité statistique de ce que ça aurait pu être. L'intelligence artificielle, elle sait qu'une veste est claire ou foncée. Statistiquement, selon l'époque, il est plus que probable qu'elle ait été beige ou brune. Mais il n'est pas impossible qu'elle ait été jaune ou bordeaux. Elle nous impose donc une vision du passé qui est basée sur des statistiques et non pas sur une vérité historique. C'est un peu la zone grise. En rendant les archives plus modernes, plus attirantes, on risque de les dénaturer et de gommer leur authenticité. Le danger, c'est de transmettre aux générations futures une version augmentée et incorrecte du passé qui aura été gommée par la recherche de perfection à laquelle on est habitué avec le numérique. La Fédération internationale des archives du film a une position très intéressante là-dessus. Pour elle, la restauration numérique ne doit pas devenir une reconstruction imaginaire. Le respect du matériel original est la seule barrière entre l'archive historique et le divertissement. C'est exactement ça, on risque de transformer l'histoire. En voulant la rendre plus accessible, on la transforme en blockbuster pour plaire aux gens aux dépens de la fidélité historique. Les archives, c'est ce qui nous assure que l'histoire ne tombe pas dans l'oubli. Sinon, dans les décennies à venir, on risque de perdre définitivement ce qui nous lie au passé. Mais si on accepte que les algorithmes les adaptent et les retravaillent, même avec les meilleures intentions du monde, on doit impérativement trouver le moyen de protéger les originaux et de les garder traçables contre les fakes. C'est exactement pour ça que les institutions ne se contentent pas de surveiller les risques, elles mettent en place des protections efficaces. Comme je le disais tout à l'heure, on en vient maintenant à ce que la technologie permet de mettre concrètement en place pour protéger l'histoire. On a vu que les centres d'archives et les musées font face à un risque croissant de deepfake. Alors, il est plus que logique qu'ils ne se contentent pas de regarder, d'attendre et de voir ce qui va se passer. L'idée,
c'est de mettre en place des protections multicouches basées sur la traçabilité et la vérification. Pour ça, ils mettent en place le standard C2PA, un identifiant de contenu qui intègre dans chaque fichier des métadonnées cryptographiquement signées qui documentent l'origine, l'historique des modifications et toute altération ultérieure rendant la manipulation détectable. Alors, on va pas se mentir, même moi en le disant, j'ai trouvé ça un petit peu chiant. Donc, vu que j'espère vous apprendre des trucs et que j'imagine que vous n'êtes pas tous des nerds, je vais traduire ça de manière un peu plus imagée. Imaginez que vous avez une vieille photo, la photo de mariage de votre arrière-grand-mère. En la scannant, vous voulez être sûr que cette version numérique correspond à l'original et que si vous la regardez dans 2 ans, personne ne l'aura modifiée. Pour ça, on y ajoute une sorte de sceau officiel, un tampon numérique invisible et ultra sécurisé qui vous permet de savoir d'où vient la photo, toutes les éventuelles modifications, comme par exemple l'amélioration de l'éclairage, et surtout s'il y a eu la moindre tentative de modification en cachette. Le tout est assuré par un cryptage ultra sécurisé. Si le moindre pixel est modifié, le code se brise immédiatement. Une sorte de passeport biométrique numérique pour nos archives. Ce passeport numérique inviolable et qui sera vérifiable gratuitement est de plus en plus utilisé par le secteur patrimonial. Notamment via un groupe piloté par la Library of Congress depuis 2025, qui explore les intégrations dans le flux de travail de préservation. Pour que ce soit efficace, ça doit devenir une norme généralisée. En plus de ça, les institutions mettent en place une chaîne de protection stricte, des protocoles documentés au moment de la numérisation, des hashtags cryptés pour contrôler l'intégrité des documents, des signatures électroniques comme l'EIDAS en Europe et des filigranes invisibles résistants. Alors bien sûr, l'original, le physique, ça reste l'archive de référence, mais on est dans un monde où l'original devient numérique. Alors, ces dispositions sont indispensables. Si des fois on peut avoir l'impression que la loi européenne sur l'IA est restrictive, ce qui est vrai dans certains domaines, elle impose aussi une transparence au profit de la protection de notre histoire. Donc en résumé, même s'il est juste impossible d'empêcher totalement les deepfakes sur les réseaux et sur Internet, tout est mis en place pour que l'archive numérique soit traçable et fiable. Et ça, c'est la technologie qui le permet avec l'aide de l'IA. Petite parenthèse, cette peur du fake touche tous les domaines. Je vais prendre un exemple personnel. Actuellement, j'essaye d'écrire un livre. L'écriture, c'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps. Mais partout, il y a les mêmes conseils. Enregistrer toutes les modifications. Garder des traces de tout, parce que de plus en plus de contenu est considéré comme IA, alors qu'il ne l'est pas. À force de vouloir absolument, et à juste titre, détecter le faux, on en arrive à ne plus arriver à faire la différence entre le faux et le vrai. Si pour un roman, ce qui est souvent le cas, l'écriture est trop soutenue, trop propre, le risque d'être qualifié de contenu IA est réel. Voilà, après la dernière vidéo, certains ont pensé que j'avais une dent contre l'IA. C'est peut-être encore le cas après celle-ci, mais non, pas le moins du monde. C'est juste que des vidéos qui font l'apologie de l'IA, c'est pas ce qui manque. Moi, je veux juste mettre en avant le risque de dérive. L'intelligence artificielle, c'est assurément la plus grande révolution technologique de notre siècle. On l'a vu, elle permet de voir le passé avec une clarté qu'on n'a jamais eue jusqu'à aujourd'hui. Mais elle peut aussi nous permettre de l'effacer de manière définitive. Je ne suis pas là pour faire de la science-fiction. Le risque que l'IA devienne consciente d'elle-même et nous attaque, c'est aujourd'hui une ineptie totale. Le risque, c'est qu'elle soit utilisée pour nous rendre amnésiques, qu'on perde nos racines. L'histoire, c'est une matière vivante, autant précieuse que fragile. Ça ne doit pas juste devenir des données utilisées pour générer du divertissement. Je vous dis un immense merci d'être resté jusqu'ici. La chaîne grandit et chaque nouvel abonné me donne la motivation de continuer, de m'améliorer et d'évoluer. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, partagez et likez cette vidéo. C'est super important pour me montrer votre soutien. Mais mon but, c'est de faire des vidéos qui vous plaisent. Et pour savoir ce que vous aimez ou non, quel sujet vous voudriez voir traité sur ma chaîne, vos commentaires sont super importants pour moi.
Que ce soit sous cette vidéo ou dans la partie communauté de la chaîne, dites-le moi. C'est comme ça que cette chaîne deviendra la vôtre. Alors, n'oubliez pas, dans un monde où tout peut être généré, votre esprit critique, c'est la seule chose qui restera toujours 100% humaine. Prenez soin de vous, restez curieux, mais restez vigilants. C'était Peanut, je me réjouis de vous retrouver mercredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on quitte la tech pour un nouveau sujet. Ciao!